Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du calendrier l'Avent de Pratique 1. Aujourd'hui on est le 22 décembre et j'ai pas de vidéo pour ce soir. On est le 22, il est 22, on est le 22 et il est très exactement 14h heure locale, 14h13 et je n'ai pas de vidéo pour ce soir. Je vous avoue que là on arrive à la fin du mois de décembre, que j'ai énormément travaillé avec le cabinet, donc je suis très fatiguée et voilà, les vidéos j'ai pas envie de lâcher, donc du coup je vais vous filmer aujourd'hui une vidéo dans ma voiture, au travail, pendant ma pause de une demi-heure. J'ai changé de tournée aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle tournée que je connais pas trop avec un travail monstre, donc du coup ça a été une matinée éprouvante. Mais voilà, il faut le faire parce que je vous ai promis une vidéo par jour jusqu'au 24 et ça me fait plaisir de le faire, ça me fait plaisir d'avoir tenu le challenge. Je suis désolée si cette vidéo est sortie un petit peu en retard, mais du coup je suis rentrée du travail, enfin je vais rentrer du travail à 18h. La monter, la mettre en ligne, donc du coup pour 20h pour moi, 17h pour vous, heure locale, ça va être un petit peu juste, mais je fais ce que je peux, je vais essayer de pas trop bafouiller, comme ça va faciliter le montage. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à vos questions. Vous avez été plusieurs à me poser des questions sous la vidéo d'il y a 48 heures, de la vidéo qui s'intitule J'aime travailler à Noël. Je vous avais demandé de me donner des questions par rapport à mon contenu, à ma vie professionnelle, à tout ça. Plusieurs qui ont joué le jeu. Donc je vais répondre à leurs questions aujourd'hui et je pense que ça va vous intéresser. J'espère que je ne vais pas trop dégouiner parce qu'il fait actuellement 38 degrés et j'ai éteint la clim pour que le son soit net. Bon, merci à tous ceux qui ont laissé des messages. Alors, il y a Clara qui me demande, merci Clara pour ton message. Clara, elle a plusieurs questions. Avoir une grossesse, tomber enceinte quand on est libéral, point d'interrogation. Comment ça se passe quand tu veux partir en vacances et que tu es seule dans ton cabinet? Alors, Clara, merci beaucoup pour ta question. Alors, avoir une grossesse et tomber enceinte lorsqu'on est libéral, oui. Si c'est un projet que tu as de tomber enceinte, le libéral ne doit pas être un frein à ce projet de grossesse. Il faut seulement être au courant de ses droits, d'être au courant à l'avance également par rapport à tes prévoyances santé, ce qui est prévu comme couverture, parce que enceinte en libéral signifie que tu n'as pas de rentrée d'argent, si ce n'est les rétrocessions de tes remplaçantes, mais ce qui représente une infime partie de ton chiffre d'affaires. Donc il est important avant, alors je sais que ça ne glamourise pas du tout le projet, mais voilà, moi je sais que d'expérience, c'est bien de connaître avant pourquoi est-ce que tu es couverte, dans quelles conditions, qu'est-ce que tu vas pouvoir te verser. Je sais aussi que tu peux stopper tes prélèvements URSSAF et Carpinco qui seront dans un second temps prélevés de toute manière, mais je sais que tu peux faire plein de choses pour que ça se passe tranquillement. Après, je connais des collègues qui ont travaillé jusqu'à 7-8 mois de grossesse pour limiter ce phénomène-là. Ça n'a pas été le cas d'autres avec des grossesses pathologiques qui nécessitaient malheureusement un arrêt très très précoce de travail dans la grossesse. Donc il faut être au courant de tout ça, mais voilà, si c'est un projet, ça ne doit pas être un frein. Le libéral ne doit pas être un frein à ce beau projet-là. Voilà. Alors, ensuite, à quel moment de carrière, selon toi, c'est le mieux pour te lancer en tant que libéral? Je conseille aux gens d'avoir un maximum d'expérience. En fait, ce qui se passe, c'est que le libéral, ça demande de la polyvalence, ça demande de la réactivité. Ça exige aussi d'être sûr de ce qu'on fait parce qu'on est seul face à les situations. Donc du coup, moi je dirais que plusieurs années en service et plusieurs services pour avoir un bagage et pour aller au domicile le plus sereinement possible. Après, chacun sent la chose comme il le veut. Moi je sais que voilà, j'ai apprécié d'avoir travaillé en structure avant d'être en libéral et c'est peut-être pour ça que j'apprécie autant le libéral. Après, il y a des gens qui veulent se lancer directement et c'est tout à leur honneur. Moi, je conseillerais d'avoir quelques années de service en libéral. Après, les heures obligatoires que donne la Sécu avant de pouvoir s'installer, je trouve que c'est pas mal. 3200 heures, ça correspond à 3-4 ans en service de soins généraux. Je trouve que c'est pas mal. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, bien entendu. Et la dernière question, qu'est-ce que c'est donc? Je me souviens plus. Comment ça se passe quand tu veux partir en vacances et que tu es seule dans ton cabinet? Quand tu es seule dans ton cabinet et que tu n'as pas de collègue, tu peux tout à fait prendre une remplaçante, mais à savoir que cette remplaçante ne gère pas la facturation,
Tu peux négocier avec elle de gérer les appels, les prises de rendez-vous, mais techniquement, c'est pas son travail. Elle est là pour te remplacer, pour faire les soins. C'est-à-dire que si tu pars en vacances et que ta remplaçante est là, pour être sûr que tout se passe bien et pour assurer quand même voilà, une continuité des soins et ne pas trop la charger, elle, je garderai la ligne pour gérer les prises de rendez-vous, les nouvelles prises en charge, et je lui transmettrai ce qu'il faut. Les personnes qui sont toutes seules, voilà, elles se font remplacer et après, le remplacement dépend de comment est-ce que la titulaire veut s'organiser. Est-ce qu'elle veut laisser tout pour complètement déconnecter, la ligne, la prise de rendez-vous, les nouveaux patients, toutes les prises en charge, ou est-ce que du coup elle ne délègue que les soins et elle continue à gérer le reste. De toute façon, voilà, c'est pareil, c'est propre à chacun, mais je sais que toute seule en cabinet, partir en vacances, c'est compliqué. Hein. Franchement, chapeau pour mes collègues qui sont seuls dans un cabinet, je sais pas comment elles font. Hein. Franchement, c'est du travail. Il y a Julie qui me dit ça pourrait être intéressant une vidéo sur tes expériences d'équipe difficiles en service ou en libéral, sur comment gérer les conflits, mésententes en équipe, conflits de valeurs, etc. Alors, les conflits en service. Bon, j'ai des expériences de conflits, de mésententes, d'expériences professionnelles qui se terminent dans de très grosses difficultés. Après, en parler, c'est délicat parce que ça, même si on cite pas les personnes, ça implique d'autres personnes. Donc, raconter ce que j'ai vécu, non, parce que ça implique d'autres personnes et que j'ai pas envie de remuer des choses sur lesquelles j'ai déjà tiré un trait depuis très longtemps. Mais je sais que j'ai quitté le service de palliatif à mon retour de libéral parce qu'avec certaines collègues c'était devenu compliqué et que ça a un peu précipité la chose en fait. C'était le retour de la réunion était compliqué, mais en fait c'est des vieux conflits. Les personnes s'accrochent à des vieilles histoires et malheureusement ça pollue le travail. Donc dans ces cas-là c'est même pas la peine de continuer. Et dans mon cabinet, ma dernière expérience en cabinet quand j'étais titulaire, à la fin, avant mon départ à la Réunion, voilà, ça a été pareil, un petit peu compliqué. Gérer, je ne sais pas trop, c'est difficile de dire comment gérer parce que le conflit implique certaines personnes et chaque personne est unique, chaque personne est différente, chaque personne a son bagage, donc c'est compliqué de dire comment gérer. Ce que je dirais, parce que ce que je retiens, c'est que de tout ce que j'ai pu vivre, c'est la mauvaise communication et le fait de ne pas s'adresser à la personne, de dire des choses, c'est ça aussi, hein. Les équipes, avec plein de collègues qui parlent sur plein de monde. Ce qu'il faut, si vous avez un conflit, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, il faut le dire à la personne. C'est tout, en fait. Ça sert à rien d'aller parler à machine, truc bidule, parce que de toute façon, ça va revenir très souvent polluer aux oreilles de la personne concernée et ça va être la catastrophe. Voilà, on est dans un métier où on gère suffisamment de difficultés, suffisamment de mésentendus, suffisamment de complications pour en plus en créer entre collègues. Voilà, je sais que moi j'ai été confrontée à des choses compliquées, comme tout le monde en tant qu'humain. Voilà, j'ai fait des erreurs, on m'a fait des choses pas sympas, j'ai fait des choses pas sympas parce que voilà, du fait de l'engrenage, de la dynamique fait que des choses dont je ne suis pas fière et on m'a fait beaucoup de choses que j'aurais aimé qu'on ne me fasse pas ou qu'on ne me reproche pas. Du coup, j'ai envie de dire, mon gros regret sur ces situations-là, c'est de ne pas être allé directement voir la personne et de lui en avoir parlé directement parce que ça crée des quiproquos, des malentendus qui font monter la sauce chantilly à son paroxysme et souvent on arrive à des situations qui sont inextricables, on ne peut pas revenir en arrière et ça c'est dommage parce que c'est quand même un travail en équipe, le travail d'infirmier. Parler, communiquer, c'est hyper important. De toute façon, dès qu'il y a mésentente signifie incompréhension, signifie désaccord et donc quoi de mieux que de ça pour parler, sans vous dire que vous allez trouver une solution, que ça va s'arranger, mais au moins vous aurez communiqué et vous vous serez dit les choses et ça, c'est sain. C'est vraiment sain. Ensuite, comment faire pour vaincre son appréhension des sons techniques? Alors, pour vaincre son appréhension des sons techniques, il faut les faire, il faut les pratiquer, il faut les re-pratiquer dans tous les sens. Je suis une grande anxieuse vis-à-vis des soins que je ne connais pas. Quand on m'appelle et qu'on me dit alors il y a un pansement, alors je vais t'expliquer, c'est un peu compliqué machin, je ne dors pas de la nuit. Je suis une très anxieuse vis-à-vis de la technique, de la technicité des soins. Et bien il n'y a pas de secret, il faut les faire, il faut les pratiquer, il faut les retourner dans tous les sens, il faut demander aux collègues, il faut s'interroger, il faut rechercher, il faut recommencer. C'est tout. En fait, vous ne les appréhendrez plus quand vous les aurez maîtrisés. C'est tout. C'est pas compliqué. Il faut vraiment s'entraîner. Et si vous n'avez pas le moyen de les pratiquer tous les jours, il faut se renseigner. Il y a
plein de choses qui peuvent vous aider, internet, des livres, des expériences d'autres professionnels. Imprégnez-vous de tout ça et ce sera beaucoup plus facile par la suite. Ensuite, comment s'imposer en tant que jeune diplômé ou nouvelle dans une équipe? Déjà, faire correctement son travail, c'est une bonne partie du travail. Montrer qu'on est impliqué, motivé et qu'on n'a pas peur du boulot, généralement avec des équipes qui sont là depuis longtemps, bah, ça fait une grande partie du travail. Et après, j'ai envie de dire être soi-même. Parce que sinon, si on n'est pas soi-même, c'est compliqué. Ouais, c'est ce que je dirais. Je dirais être soi-même, ne pas avoir peur de qui on est, d'être soi et de bien bosser, de s'imprégner des expériences et des acquis des autres, en important aussi les siens. Les personnes qui sont depuis longtemps ont des bagages mais sont pas la science infuse, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui le croient mais non. Et donc du coup c'est vrai que s'imprégner de leur expérience en apportant votre patte à vous, en étant vous-même et en montrant que vous êtes motivé, généralement ça se passe bien. Hein. Au moins, si ça se passe mal, vous aurez été vous-même. C'est ce qu'il faut se dire. Au moins si ça se passe mal, vous aurez bossé et vous aurez été vous-même, vous ne pourrez rien vous reprocher. C'est ça qu'il faut dire. Ensuite, comment éviter la dépression ou le burn-out? Alors ça c'est la dépression et le burn-out, franchement j'ai pas les clés, c'est des maladies, hein, maladies mentales. Je crois que malheureusement ce qu'il faut c'est connaître ses limites et avant d'arriver, de tomber dans la pathologie justement, c'est de savoir quelles sont vos limites et de vous arrêter avant, de dire c'est bon, d'aller voir votre médecin et de vous dire là ça va pas le faire. Je pense que c'est très important de se connaître en tant que personne et en tant que professionnel et de voir quand les limites sont atteintes, de savoir tirer la sonnette d'alarme avant justement que ça tombe dans la pathologie. Et c'est pas facile, mais c'est pour ça que voilà, vous avez des collègues, vous avez des familles, il faut pas hésiter à en parler et peut-être des gens qui vont vous aider justement à tirer un petit peu la sonnette d'alarme et vous montrer les signaux qui les alertent. Et je pense qu'il faut écouter ceux qu'on aime et ceux qui nous entourent et savoir dire stop, parce que vous ne pourrez pas aider les autres si vous n'êtes pas bien. C'est pas compliqué hein, parce que j'en connais, j'en ai vu des gens qui disaient oui mais si je viens plus, vous allez être l'équipe va, voilà, vous allez être dans le caca, il manquera quelqu'un, il est patient et machin. À un moment, quand la santé mentale est atteinte et son équilibre excessivement fragilisé, la priorité c'est vous. Voilà, c'est ce que je dirais. L'éviter, je ne sais pas, je ne pense pas parce que malheureusement c'est compliqué, mais par contre la prévenir et l'anticiper avant que ce soit trop compliqué et que ça puisse mener à des conduites parfois dangereuses, ça d'accord, voilà, il faut se connaître et il faut savoir dire stop. Ensuite, comment être à l'aise et communiquer dans une équipe? Bah ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, hein. Il faut être soi-même parce que si on joue un jeu, si on est mal à l'aise, si tout ça va mal se passer. Et voilà, en fait, vous n'avez pas de preuves à donner, vous êtes tous des humains ensemble, vous avez des preuves à donner dans le travail, mais en tant qu'humain, vous êtes vous greffez à d'autres caractères, je pense qu'il faut être à l'écoute, pas hésiter à communiquer sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, sur ce que vous aimez faire, et voilà, communiquer. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'une infirmière est compétente? Selon moi, une infirmière est compétente si elle sait se remettre en question et évoluer dans sa pratique. C'est-à-dire que tu peux être la meilleure technicienne du monde, mais humainement pas sympa du tout, bah ça il te manque quelque chose pour être une infirmière compétente. Pour moi, une infirmière compétente, c'est une infirmière qui sait se remettre en question, qui évolue, qui avance, qui se renseigne, et avant tout, une infirmière qui est là pour les gens. Voilà, c'est ça, une infirmière compétente. Mais ça reste vraiment, ça rejoint ce que je disais sur la vidéo, sur pourquoi tant de haine, sur les mauvais commentaires, sur les méchants commentaires. Si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, de remettre en question votre pratique, vos compétences et ce que vous êtes en tant que professionnel, ça va pas fonctionner ou vous allez finir par plus être bien dans ce que vous faites. Donc du coup, ouais, je dirais une bonne infirmière, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, qui se renseigne sur l'évolution des pratiques, qui reste pas cantonné sur ce qu'elle a appris, qui évolue et quelqu'un qui encadre bien aussi la génération future. Ça, c'est bien les infirmières qui le font. Et je sais que moi, j'ai été face à des mauvaises encadrantes, des encadrantes que je trouvais à l'époque mauvaises, mais que je me suis rendu compte que les conditions de travail faisaient que c'était compliqué. Et même moi, j'ai été parfois, parce que j'avais du travail, pas vraiment dans l'encadrement, et je trouve que ça, c'est une erreur. Vraiment, une bonne infirmière, c'est vraiment quelqu'un qui se remet en question, qui encadre, qui accompagne, qui évolue avec son temps. Et voilà, je vais arrêter la vidéo ici parce que je transpire, il fait 50 degrés dans la voiture et j'ai ma tournée à reprendre, je reprends dans 5 minutes. J'espère que ça vous a plu, je vous retrouve demain pour l'avant-dernier épisode du calendrier avant le pratique. Bye. Tu continues en plus. Je reprends le feutre et tu la laisses.